Mais où est passé Arthur Cravant? Le mot génie. Pas Eugénie, non. Génie. C'est un génie. Et c'est pour ça qu'il est si peu connu, si peu répandu. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les génies? C'est très difficile d'utiliser des génies. Mais Cravant était un génie, c'est sûr. Surpris par la nuit. Je voudrais être à Vienne et à Calcutta. Prendre tous les trains et tous les navires. Forniquer toutes les femmes et baffrer tous les plats. Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, Mais où est passé ange et Arthur noceur, Cravant? millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau, lâche, héros, nègre, singe, don Juan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel, faune et flore. Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Arthur Cravant, 1887-1918, alias Fabian Lloyd, neveu d'Oscar Wilde. Le poète aux cheveux les plus courts du monde. 2 mètres de haut, 125 kilos, critique brutale, champion de France de boxe, rencontre mémorable avec le plus grand boxeur de tous les temps, Jack Johnson. Déserteur de 11 pays. Arthur Cravant à vie multiple et mort énigmatique. Heureux d'être né, heureux par nécessité biologique. J'ai 20 pays dans ma mémoire et je traîne en mon âme les couleurs de 100 villes. Mais où suis-je passé? Poète, boxeur, conférencier, Arthur Cravant, avez-vous seulement existé? Lausanne, Berlin, le voyou naissait en moi. Birmingham, Munich, Florence, Paris, Barcelone. Mais où est passé Arthur Cravant? Marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'oranges en Californie. Adieu New York, je ne fais que passer. Esprit nomade. Je ne me sens vraiment bien qu'en voyage. Lorsque je reste longtemps dans un même endroit, la bêtise me gagne. Philadelphie, Baltimore, Buenos Aires, Mexico. L'art ne vit plus que de vol, de roublardises et de combinaisons où la tendresse est remplacée par la syntaxe et le cœur par la raison. Van Dongen, Blaise Cendrars, Marcel Duchamp, Francis Picabia. La vie est atroce. Qu'on le sache une fois pour toutes, je ne veux pas me civiliser.
échoue à Veracruz. Mais où est passé Arthur Cravant? Une vie comme une œuvre. Et si seulement il avait existé. Entendez la rumeur des paquebots. Et lisez maintenant, revue littéraire, à 50 centimes le numéro. Apprenez à être une brute. Cravant, 105 kilos de poésie et de scandale. Prophète d'une nouvelle vie, Arthur Cravant. Mais où êtes-vous passé? Lettre d'André Breton du 3 novembre 1932 à Monsieur René Gaffé. Vous me demandez, cher monsieur, quelles raisons me font accorder tant de prix à la petite revue Maintenant que dirigea Arthur Cravant. J'attache en effet une importance historique très grande à cette publication, la première dans laquelle certaines préoccupations extra-littéraires et même anti-littéraires aient pris le pas sur les auteurs. Rien ne me paraît plus significatif et plus prophétique à cet égard que l'article sur Gide et le compte-rendu du Salon des artistes indépendants. L'auteur de ces pages fait véritablement figure de précurseur. Dans le sens où il agissait alors, il est incontestable qu'il était seul et que si l'on s'avisait d'écrire sur les origines de l'état d'esprit d'après-guerre, Dada, etc., comme par exemple le fait Georges Juniet dans Cahiers d'art à propos des plus insolites manifestations picturales, il y aurait lieu d'insister particulièrement sur l'attitude de Cravant et sur celle de Vacher. Je pense que Gide ne se relèvera jamais de ces quelques pages de critiques désinvoltes qui n'ont rien perdu de leur actualité. Apollinaire lui-même, qui manquait cependant d'humour, fait assez piteuse figure dans ses démêlés avec le prétendu neveu d'Oscar Wilde, ne trouvez-vous pas? Vous savez peut-être que Cravant, pour bien extérioriser son mépris de la littérature militante et du genre homme de lettres, avait entrepris de vendre Maintenant lui-même dans une voiture de 4 saisons. Il a donné durant la guerre à New York plusieurs conférences tumultueuses au cours desquelles, par exemple, il se déshabillait sur la scène jusqu'à totale évacuation de la salle par la police. Vers la même époque, en Espagne, il a défié le boxeur nègre Jack Johnson, alors champion du monde. La photo que vous trouverez dans l'exemplaire le représente le jour du combat, etc., etc. Il avait réussi, je crois, à être déserteur à la fois de 5 ou 6 pays. C'était, vous le voyez, un curieux homme dont il est à prévoir que la légende ira loin. Il a disparu, il y a quelques années, en tentant seul, un jour de tempête, la traversée du golfe du Mexique dans une très frêle embarcation. Quel est votre Cravant? Quelle est l'image de Cravant que vous avez quand vous lisez, quand vous pensez à lui? Ah, je crois que c'est le passeur de frontières, celui qui échappe, celui qui refuse d'être pris, celui qui préfère, au fond, un certain rêve à cette recherche d'identité. Chez Cravant, c'est quelque chose qui me semble très important, et très important à des époques où, de plus en plus, on essaie d'expliquer aux gens ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être, ce qu'ils pourraient devenir, c'est-à-dire ces espèces de cadres dans lesquels on veut à tout prix vous faire entrer, et me semble-t-il, à partir du moment où on est dans un cadre, quel que soit ce cadre, qu'il soit très petit, très bas, très haut, je ne vois pas tellement la différence, et en tout cas certainement pas l'intérêt. Cravant échappe à cela. Il y a une expression là que je n'ai pas reprise parce qu'elle appartient un peu en propre à José Pierre, qui est celui de déserteur. Alors Jean-Pierre Begaud, vous êtes critique, commentateur et l'éditeur des œuvres presque complètes d'Arthur Cravant. Est-ce que vous pourriez recadrer votre travail et votre rencontre? Cette édition a été provoquée par un de ces hasards qui me semble très, très proche, très conforme à ce qu'a été Cravant lui-même, c'est-à-dire la rencontre entre Fabienne Bénédicte, la fille d'Arthur Cravant, et Floriane Lebovici d'abord, qui dirigeait les éditions Gérard Lebovici. Et cette rencontre ayant permis de rassembler particulièrement toute une correspondance entre Cravant et Minaloy, c'est cette
correspondance sans doute qui m'a donné l'idée, ayant moi-même rencontré Fabienne Bénédicte, d'organiser une publication plus large que celle qui avait été déjà réalisée. C'est-à-dire de ne pas se contenter des textes figurant dans les numéros de maintenant, mais de rajouter quelques autres textes parus en revue et de joindre cette correspondance qui m'a semblé être quelque chose d'assez extraordinaire et en même temps très émouvant. Il y a dans ces textes même et dans cette vie de Cravant quelque chose de tellement hors du temps, de tellement délié du temps, de tellement ces passages, ces non-frontières ou ces refus de frontières, cette impression de quelqu'un qui ne veut à aucun prix se laisser prendre et se laisser arrêter dans ce parcours. Et brusquement, à ce moment-là, semble se produire, c'est certainement produit autre chose, qui est un peu la magie d'une rencontre. Et à travers cette rencontre, c'est-à-dire celle de Minaloy, brusquement apparaît un autre Cravant, un de ces multiples Cravants qui se sont fait jour. Et ce Cravant est brusquement dans l'impression de... ce n'est plus le Cravant qui joue, qui s'amuse. Il y a chez Cravant, et c'est une des choses extraordinaires, ce plaisir du jeu, ce plaisir de la provocation, ce plaisir du scandale. Et là, brusquement, c'est un autre Cravant, un Cravant qui parle à travers ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Et ce qu'il éprouve, c'est très évidemment une passion très, très forte, très dévorante pour cette poétesse rencontrée à New York. Mexico, le 20 décembre 1917. À Minaloy. Je te retrouverai à Buenos Aires. Je vais régler mes affaires à Mexico. Je vendrai mon commerce et je partirai. Tu m'as juré de venir. Tu verras que je suis un ange et un éléphant. Occupe-toi dès aujourd'hui des formalités pour l'obtention de ton passeport. Elles sont toujours longues. Une fois que tu auras ce papier, tu n'auras qu'à le faire viser. Et ne t'occupe pas des conseils des médiocres. Je suis le prophète d'une nouvelle vie, et moi seul je vis. Tu ne m'as pas connu. J'ai été très en dessous de moi-même à New York. Tout ça, c'est déjà une affiche en lambeaux. Sais-tu que je te trouve tout à fait exceptionnel et que je te... Et tu sais que je suis avare en compliments. Tu m'as dit que ma main indiquait une immense pignuflerie, et elle doit être certainement de cette nature-là. J'ai ta photographie toute mouillée devant moi, et je t'adore comme je crois qu'aucun homme n'a jamais adoré une femme. Je suis absolument assommé d'avoir trop pensé à toi, et je n'arrive pas à terminer ma lettre. Il me semble que j'oublie l'essentiel, quelque chose qui reste indéfini, de te faire jurer quelque chose d'éternel. À demain, mon sublime amour. Je t'étouffe dans mes bras. Arthur. Donc sur la correspondance Cravant-Minaloy, on a l'impression que c'est une rencontre aussi d'écrivains et d'amants, évidemment. D'écrivains, oui, peut-être parfois, encore que Cravant s'amuse, par exemple, dans une de ses lettres, à dire à Minaloy qui n'aime pas du tout ce qu'elle écrit. Mais il y a tout de même des indications qui traversent parfois cette correspondance, entre autres, au cours d'une de ses lettres, Cravant écrit à Minaloy en disant qu'il est en train de trouver, de réaliser sa chose. Et cette chose
Il est tentant évidemment de penser qu'il s'agit des notes qui ont été publiées pour la première fois en juin 1942. Là, c'est André Breton qui parle dans le petit texte qui précède, je cite, « Le climat pur du génie à l'état brut. Longtemps, les poètes reviendront y boire comme à une source. » Et c'est évident que quand on feuillette, quand on lit, quand on s'arrête, quand on prend au hasard ces fragments, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Enfin, bon, le livre s'ouvrant à cette page, quand je songe à le sang des vainqueurs me monte à la tête, qu'ai-je à voir avec vos petites contradictions, le printemps dans les branches, Atlas syphilitique, Seigneur, Seigneur, ai-je décliné, et mes jours de nageur, hier à ton souvenir j'ai rêvé faiblement. Le corset des roses, carcasse, diamant, pierre aux attraits sexuels, tabac de feuilles, Charente, tes branches et tes mousses, astres de l'équateur. Et à chaque fois, il y a une suite absolument étonnante d'images, de souvenirs, de provocations, comme un avenir qui cerne, provoque. Et quand Breton parle de génie, comment s'en étonner à quelques lignes plus loin, Cravant écrit « Je charge les murs de ma présence », les vers de Rimbaud passent en sifflant. La référence à Rimbaud est évidemment ne peut surprendre. Il y a entre les deux Arthur quelque chose qui se passe. J'évoque Breton parce qu'il y a tout de même, enfin il y a bien sûr dans les textes écrits par André Breton des intuitions qui sont assez extraordinaires. C'est un peu comme lorsque Breton évoque cet autre personnage, cet autre individu qui rejoint et prolonge parfois Rimbaud, qui était Germain Nouveau, et c'est peut-être assez comparable avec ce qui se passe ici entre Cravant et cette évocation de Rimbaud. André Breton. Fondée durant la guerre en Amérique, poursuivant maintenant sa publication à Paris, la revue 291, puis 391 de Francis Picabia, a rappelé l'attention sur l'activité d'Arthur Cravant, poète et boxeur, se donnant pour le neveu d'Oscar Wilde, qui, aux approches de la guerre, éditait la petite revue Maintenant, d'une verdeur de ton inconnue jusqu'à elle. Thierry Beauchamp, mis à part Oscar Wilde, il y aurait un auteur anglais qui aurait pu déteindre sur l'imaginaire d'Arthur Cravant. Oui, alors bon, c'est une conviction intime, mais j'aurais bien des difficultés à la vérifier historiquement. Vous savez, c'est Victor Hugo qui disait « Je serai Chateaubriand-Aurien ». On connaît l'influence que peuvent avoir certains écrivains sur l'imaginaire de leurs jeunes successeurs. Et moi, je crois que Cravant s'est trouvé au collège en Angleterre dans une période où il pouvait avoir accès à certains livres comme ceux des écrivains voyageurs, qui étaient très à la mode à l'époque, en particulier celui de Edward John Trelawney, qui était un pirate reconverti dans la poésie et la littérature, qui a publié Les Mémoires d'un gentilhomme corsaire. Ce livre a été traduit par un certain Alexandre Dumas, d'ailleurs qui se l'est attribué, comme il savait si bien le faire. Et ce Trelawney ressemblait beaucoup physiquement à Cravant. C'était un colosse de 2 mètres. Lui aussi était issu d'une famille noble anglaise. C'est pas le cas de Cravant, mais lui vient de la haute bourgeoisie. Il est mal aimé, on le met dans des collèges, des pensions, il se bat avec tout le monde, il botte les fesses du curé ou de l'ecclésiastique qui dirige son collège, enfin il est insupportable. Et son père décide de le mettre sur un bateau. Et à l'âge de 14-15 ans, il se retrouve parti dans une vie aventureuse, sous les tropiques, un peu partout. Il devient pirate, il devient l'assistant du célèbre pirate Witter. Et en revenant en Angleterre, il devient ami avec Shelley et Byron. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il commence à s'intéresser à la littérature. Il incarne un petit peu ce que Cravant aimerait être, c'est-à-dire un personnage au contact avec les éléments premiers, avec une pleine conscience de sa puissance physique et de son énergie vitale, en quelque sorte, et surtout confronté à 2 personnages qui vont aussi ressembler à Cravant dans une certaine mesure. Byron,
le fort en gueule, le vantard, le mystificateur, avec cet humour très particulier. Et puis, de l'autre côté, Shelley, une sensibilité de poète très fin, une sensibilité presque féminine. Et chez Cravant, on a ça aussi. Dans ses poèmes américains, dans ses prosopoèmes, on sent quelqu'un de beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît. Et j'ai l'impression que ce trio forme une sorte de Cravant, quoi, avant Cravant. Bon, je ne sais pas s'il connaissait bien la nature de cette relation littéraire entre Trelawney, Byron et Shelley, mais je pense qu'il a pu lire, en revanche, les 2 livres de Trelawney, c'est-à-dire ses mémoires de pirate et les derniers jours de Byron et Shelley, puisque c'est ce Trelawney qui a préparé le bûcher sur lequel a été incinéré le cadavre de Shelley et qui lui a arraché le cœur de ses propres mains, comme Shelley l'avait demandé. Parmi les textes écrits, textes-poèmes écrits par Cravant, par exemple dans le numéro 2 de Maintenant, cet extrait d'E. Quelle âme se disputera mon corps? J'entends la musique, serais-je entraîné? J'aime tellement la danse et les folies physiques que je sens avec évidence que si j'avais été jeune fille, j'eusse mal tourné. Mais depuis que me voilà plongé dans la lecture de cet illustré, je jurerai n'avoir vu de ma vie d'aussi féerique photographie. L'océan paresseux berçant les cheminées, je vois dans le port, sur le pont des vapeurs, parmi les marchandises indéterminées, les matelots se mêler aux chauffeurs, des corps polis comme des machines, 1000 objets de la Chine, les modes et les inventions, puis, prêts à traverser la ville dans la douceur des automobiles, les poètes et les boxeurs. Alors, vous signaliez tout à l'heure l'extraordinaire foudre de Cravant dans sa correspondance. Il y a aussi donc toute la poésie qui a notamment été relevée par Breton. La recherche de la poésie pure, ce que Cravant appelait le prosopoème. Est-ce que vous pourriez nous aider à clarifier cette recherche, cette quête? Cravant, là c'est une citation tout à fait de mémoire, dit à ce sujet qu'il a mis en effet, il a imaginé, il a inventé cette écriture qui partirait de la prose et qui continuerait en aboutissant à ce que nous avons l'habitude d'appeler des vers, d'appeler poèmes. Mais il faut tout de même, je crois, insister sur le fait que Cravant, après avoir évoqué cela, dit cela, passe à autre chose. C'est-à-dire, en fait, et ça c'est tout à fait, enfin, c'est ce qui est assez extraordinaire chez Cravant, il n'y a aucune utilisation de cette découverte. Cravant est quelqu'un qui se refuse à toute exploitation, à toute mise en système. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, qui se crée, bon, il le dit, il le fait et il va ailleurs. Je crois qu'il en a été ainsi pour le prosopoème, qui de toute façon reste comme un moment important d'une certaine évolution de l'écriture poétique, dont on trouve des traces continuelles actuellement, avec cette sorte de passage, de fusion, d'indécision entre un rythme et un autre, avec l'aspect mélodie musicale. Mais il ne faut pas chercher Cravant là, il est déjà ailleurs. Et c'est tout à fait extraordinaire, quoi. Il y a un texte et il faut attendre ensuite, à la fin d'un dernier numéro, le dernier ou l'avant-dernier, je ne me souviens plus, de Maintenant, et il faut attendre ces notes qui n'ont pas été rassemblées par lui, mais donc qui ont été rassemblées plus tard, pour retrouver sans doute une continuité, un prolongement à cette forme très neuve et très forte d'écriture. Fadaise. Tes cheveux sont un fleuve et j'en suis riverain. Quand des peignes captifs, submergeant l'estacade, coulant l'éplorement d'une molle cascade,
Ils paraissent polir le roc dur de terrain. Frêle sachet de musc, d'ambre et de romarin, ils versent sur ton front la fraîcheur d'une arcade, plus sinistrement noire qu'une nuit d'embuscade, et je pars sur leur flot, miraculeux marin. Partir dans tes cheveux, aborder sur tes lèvres, flotter évanoui le long de tes yeux mièvres, dans un bateau de songe, et sans se savoir où. Mourir des violons aux doigts des virtuoses, et sur la mer des seins jusqu'au golfe du cou, faire tout en voguant d'exquis naufrages roses. Gaze at the moon, ocean, marking the face. Vous écrivez dans le catalogue de l'exposition qui lui a été consacrée à la galerie 1900-2000 que si Dada a la volonté de mettre à nu l'hypocrisie du monde civilisé et se prétendre moral, Arthur Cravant est bien son prophète. Alors qu'est-ce qui pousse tant de gens qui l'ont connu de son vivant ou qui l'ont commenté à faire de Cravant un prophète? Vous allez plus loin qu'un génie. Prophète, il annonce ce qui semble avoir passionné Cravant au long de ces quelques années de sa vie connue, c'est d'être celui qui est ailleurs que les autres. Et d'une certaine manière, il n'est jamais exactement là où on l'attend. Il est dans cette sorte de non-lieu où peut se passer au fond n'importe quoi. Et en ce sens, il annonce, et annonçant, il est prophète. Il se trouve qu'il y a dans ce refus des normes et des convenances, Cravant adore le scandale, et s'est amusé à plusieurs moments à provoquer ce scandale. Il a fait à Paris, il y a des choses très amusantes de gens manifestants, s'indignant de la désinvolture de Cravant pour tel spectacle annoncé qui n'a pas eu lieu, ou de sa manière d'être sur scène. Cela se reproduit très certainement à Barcelone, cela s'est reproduit et a été souvent commenté à New York. Et en cela aussi, il annonce ce goût du scandale chez Dada, c'est-à-dire démonter des choses, montrer l'inanité des choses. Ce que le monde qui nous est le plus familier appelle sérieux, au fond, sans doute, est-ce parce que nous avons besoin de nous référer la notion de sérieux. Mais au fond, est-ce sérieux? Et évidemment, la réponse de Cravant annonce les déclarations dadaïstes. Cela n'a aucun sérieux. Cela, à la limite, n'a aucune importance. Il y a un refus, mais ce refus a un sens. C'est le refus de ce qui est, et cette envie, ce besoin d'aller voir ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a peut-être autre chose, et cette autre chose, ce sera demain. Le manifeste Dada 1918 de Tzara, sur lequel ce numéro s'ouvre, est violemment explosif. Il proclame la rupture de l'art avec la logique, la nécessité d'un grand travail négatif à accomplir. Il porte au nu la spontanéité. Plus encore que ce qui est dit, compte pour moi ce qui s'en dégage, à la fois d'excédé et de nerveux, de provoquant et de lointain, de poétique aussi. Un peu plus tard, Tzara dira « Je n'écris pas par métier et je n'ai pas d'ambition littéraire. Je serais devenu un aventurier de grande allure, aux gestes fins, si j'avais eu la force physique et la résistance nerveuse de réaliser ce seul exploit, ne pas m'ennuyer. » Serge Fauchereau. À l'origine, comme beaucoup de gens, je l'ai rencontré en tant que très jeune écrivain, tout début des années 60, je pense, avec l'édition qu'en avait faite Bernard Delvaille. Ensuite, ayant lu cette édition, je me suis aperçu qu'il parlait beaucoup d'art et que, en dehors de quelques poèmes, l'œuvre, si on peut parler d'œuvre, est extrêmement réduite
et que par contre, sa position de critique d'art est assez intéressante par rapport à celle d'Apollinaire ou de Sandrars au même moment. Donc je me suis intéressé à lui. Ensuite, lorsque je suis devenu un historien de Dada et du surréalisme, il a bien fallu que je m'intéresse à la fois à l'homme et à l'œuvre. Parce que dans le cas de Cravant, l'homme et son exemple comptent autant que l'œuvre. Évidemment, avec le temps, tout ça tend à se décanter, et comme l'œuvre est mince, il va rester l'homme, mais des hommes, comme on le sait, il en reste de moins en moins traces. Alors c'est peut-être là une grande question. Qu'est-ce qui est intéressant chez Cravant dans son travail de critique, dans son regard de critique? Je crois que c'était un homme qui était tiraillé entre le désir de faire une œuvre littéraire et un désir de faire parler de soi. Il faisait parler de soi assez facilement puisqu'il était un boxeur, et de surcroît un excellent boxeur, semble-t-il, et par ailleurs en créant des scandales. Alors les scandales, il les crée de toutes les façons. On sait par les témoignages qu'il en faisait à Paris en distribuant sa revue avec une carriole de marchands des 4 saisons à la sortie des expositions, ce qui n'était vraiment pas courant à l'époque. On sait aussi qu'arrivé complètement ivre pour une conférence qu'il devait faire, il a commencé à se déshabiller et là on l'a mis assez vite en prison. Bon, tout ça, ce sont des gestes qu'on a voulu dadaïstes. Je crois qu'il était dadaïste bien avant la lettre. Il n'a jamais entendu parler de Dada, bien entendu. Pas plus que Marcel Duchamp n'avait eu besoin de Dada pour être dadaïste lui-même. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été faites après coup. Paris Midi, 5 juillet 1914. Avant de parler, il a tiré quelques coups de pistolet, puis a débité, tantôt riant, tantôt sérieux, les plus énormes insanités contre l'art et la vie. Il a fait l'éloge des gens de sport, supérieurs aux artistes, des homosexuels, des voleurs du Louvre, des fous, etc. Il lisait debout, en se dandinant, et, de temps à autre, lançait à la salle d'énergiques injures. Et je crois que l'histoire de Cravant est une histoire construite assez largement après coup. En quoi peut-être elle est exemplaire. Elle vous paraît exemplaire? Elle me paraît exemplaire, oui, parce que quand on considère l'intérêt qu'il a suscité, le nombre d'ouvrages qui ont été publiés à son endroit, le nombre d'articles, on est stupéfait, parce que regardez l'œuvre complète, ça c'est l'édition de José Pierre, il y a une centaine de pages. Et c'est vraiment très peu de choses. Et sur ces centaines de pages, il y a des brouillons, il y a la préface, il y a... Bon. Et l'homme fascine parce qu'il était tout à fait hors norme. Je crois que notre époque est très fascinée par les œuvres toutes petites, parce que notre époque est assez paresseuse. Elle n'aime pas les Victor Hugo ni les Balzac qui écrivent beaucoup. Elle préfère Rimbaud qui, un beau jour, décide de s'en aller et de planter là, vous laissant avec, lui aussi, quelques dizaines de pages extraordinairement merveilleuses, et de faire autre chose, de devenir aventurier. On aime bien les aventuriers, en particulier les gens qui ne sont pas du tout aventuriers. Les gens à savates de feutre adorent les aventuriers. Blaise Sandrars. Il y a un autre personnage dont vous ne nous avez pas parlé, et qui est Arthur Cravant, le poète boxeur qui se disait le neveu d'Oscar Wilde. Et qui était le neveu d'Oscar Wilde. Il était véritablement, oui, véritablement, par sa mère. Et Delaunay, Cravant et vous formiez un trio qui ne passait pas inaperçu au bal Bullier. Oui, et qui s'entendait très mal. Et qui s'entendait très mal. Est-ce que vous ne portiez pas des cravates extravagantes à l'époque? On avait toujours des bagarres. Mais et alors, comme Cravant, en tant que boxeur, aimait bien la bagarre, et comme il savait le plus gros, le plus lourd et le plus fort de tous, en plus de ça, il y a des trucs d'homme de métier, pour ne pas dire d'homme de main, et c'était un peu un bravo. Mais un grand trouillard dans le fond. Mais pas aussi trouillard qu'Apollinaire, parce qu'un jour il devait se battre en duel, ils ne se sont jamais battus en duel, le duel n'a pas eu lieu. Il a donné lieu à ce fameux procès-verbal qui a paru dans la revue de Cravant, laquelle revue s'appelait Maintenant.
Mais est-ce que vous ne portiez pas à ce moment-là des cravates extravagantes? Oui, quand on allait à Bullier. Est-ce qu'il ne portait pas déjà les chemises par-dessus, enfin les pans de sa chemise par-dessus le pantalon? Oh, il laissait pendre les pans de sa chemise par derrière. Et pour faire croire aux gens que ses pans étaient bien embrenés, avant de se rendre au bal Bullier, s'asseyait sur la palette de Delaunay. Oui. Ce qui faisait rugir Delaunay d'indignation, parce que Delaunay, à cette époque-là, employait beaucoup de lapis lazuli dans ses bleus, ce qui coûtait une fortune. Est-ce que Gino Severini, qui était le délégué de Marinetti à Paris, enfin Marinetti, le poète du futurisme, ne téléphonait pas tous les soirs à Milan à son ami, enfin de temps en temps? Bullier, il télégraphiait l'obtenu, enfin d'une façon générale, il télégraphiait ce qui se passait à Paris. Il écrivait aussi bien l'obtenu que les tableaux, que nos poèmes, etc. Et ces nouvelles s'en allaient très loin, puisque... Oui, tout ça donnait lieu au rayonisme. Oui. De l'Arionov à Saint-Pétersbourg et puis au futurisme de Mayakovsky à Moscou. Est-ce que c'est quelqu'un qui a marqué la littérature des années qui l'ont suivi? Est-ce que de même son approche critique et peut-être son travail de peintre aura marqué également les arts plastiques des années qui ont suivi sa disparition jusqu'à aujourd'hui? Je crois que sur le moment, c'était intéressant de voir quelqu'un qui jetait un pavé dans la mare et qui surtout s'opposait aux poètes critiques de son temps, qui étaient Apollinaire, Sandrars, André Salmon, qui à eux trois tenaient la critique d'avant-garde. Curieusement, il s'en prend surtout à Apollinaire. Je crois qu'il ne touche pas beaucoup à Sandrars, peut-être bien parce qu'il s'inspirait lui-même un petit peu trop de Sandrars dans sa poésie. Et je trouve assez caractéristique, significatif, qu'il ne dit jamais un mot de Sandrars. C'est intéressant, ça. Il ne parle pas de Salmon non plus. Bon, enfin, je ne crois pas. En tout cas, il s'en prend beaucoup à Apollinaire pour toutes sortes de raisons. Le goût de la provocation aussi, je pense, comme sa façon de s'en prendre à Oscar Wilde, André Gide, enfin s'en prendre de valeurs consacrées. Il le fait avec beaucoup d'humour, un humour parfois discutable, enfin, sa façon d'attaquer Marie Laurencin. Les surréalistes ont trouvé ça très drôle. Je pense que si on avait attaqué Madame André Breton avec le même type d'argument qu'on attaquait Marie Laurencin, le cher André Breton, qui par ailleurs, hors ses écrits, était assez conventionnel, n'aurait pas du tout apprécié. Donc, je vous dis, l'histoire est souvent faite après coup et par d'autres qui n'ont pas eu à la subir. Mais ça, c'est un fait de notre époque. On fabrique des grands hommes. Et le surréalisme a été un grand industriel pour ça. Il nous a fabriqué des kyrielles de grands hommes qui étaient souvent des hommes extrêmement intéressants, mais qui n'ont pas laissé des œuvres absolument majeures. Regardez un autre personnage intéressant, c'est Vacher. Ça aussi, ça a été un exemple pour les dadaïstes et surréalistes, comme Rigaud, un autre. Bon, alors on a, comme Rigaud et Vacher se sont suicidés, on aurait bien aimé que Cravant soit également un suicidé. L'a-t-il été? Je n'en sais rien. J'ai bien peur que non. Je crois qu'il est mort dans un accident très bête, ou alors il a été pris par Le Mexique était alors extrêmement agité. Il a dû être peut-être pris pour un autre. Lui qui prenait si souvent les autres pour d'autres, justement. Et je ne pense pas qu'il soit suicidé. L'homme n'avait pas un tempérament suicidaire. Et il ne le dit jamais qu'il a l'intention de se suicider. Alors que chez d'autres, comme chez Crevel, par exemple, c'est une sorte de leitmotiv, le goût du suicide. Je pense qu'il est mort, malheureusement, accidentellement. Avec son goût du risque, bon, ben, il a malheureusement fait les frais de son propre aventurisme. Est-ce que des gens comme Duchamp le prenaient au sérieux, selon vous? Duchamp, Man Ray, d'autres? Duchamp avait déjà beaucoup de mal à se prendre lui-même au sérieux. Alors prendre les autres au sérieux, vous pensez surtout un zozo comme Cravant, parce que, hormis ses amis, l'homme devait être assez insupportable. Vous ne saviez jamais dans quel état il allait débarquer, s'il n'allait pas être charmant ou bien alors tout casser, ou vous brouiller avec vos meilleurs amis.
Donc, les provocateurs douceâtres, comme était Duchamp, Henri-Pierre Rocher, son ombre, aimaient bien ce Cravant parce qu'il était tout ce qu'il n'était pas. Lui était une sorte de grande gueule qui lui aussi disait n'avoir que faire de faire une œuvre. Et puis, en fait, il aurait bien aimé, je pense, faire une œuvre parce que les quelques poèmes qu'il a laissés sont là. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre, et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes, et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler, et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie. Je descends juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime. C'est quelqu'un pour qui vous avez de la sympathie, vous-même? Je ne suis pas sûr, non. J'aime bien son côté aventurier. Je suis pas mal impatienté par les aventuriers en chambre qui en font un si grand cas. Et il y a des gens qui se sont extrêmement dévoués pour lui, pour faire connaître l'œuvre. Ça, c'est différent. Essayer de récupérer, montrer ce qu'il avait fait, essayer de dégager le côté positif, intéressant de l'homme. Quand Fleiss fait une exposition avec Conover pour essayer de nous rechercher ce qu'il peut en rester de très positif, ça m'intéresse. Mais essayer d'en faire de longues histoires, essayer de me le faire passer, cette couleuvre, pour un serpent python, non, c'est excessif, c'est excessif. L'homme est intéressant. Et ceux qu'il a pu intéresser avec le temps, je pense à certains surréalistes, parfois à la fin de leur vie, je pense à ce qu'en pouvait dire Jacques Baron ou Philippe Soupeau, c'est que ça s'était quand même terriblement éloigné dans le temps, même si l'homme et son exemple avaient pu les passionner. Il y a là quelque chose de tout à fait intéressant, mais pour notre époque, ce goût que nous avons à placer sur l'homme l'intérêt que nous devrions avoir pour l'œuvre. Bon, j'ai des sentiments mêlés, vous voyez, vis-à-vis de Cravant, qui m'a intéressé, qui m'intéresse, mais qui, par certains côtés, me dérange parce qu'il a laissé toute une postérité, dont il n'est pas responsable, bien entendu, toute une postérité un peu fatigante. Hein, je n'aime pas qu'on essaie de me faire prendre Arthur Cravant pour les meilleurs surréalistes. Arthur Cravant ne vaut ni Breton, ni Aragon, ni Soupeau, ni Perret, etc. Il n'est qu'une curiosité, qu'un exemple, quelqu'un qui a beaucoup compté en son temps, mais vous imaginez bien que dans un siècle, j'espère bien qu'on s'occupera d'autre chose. D'abord des gens intéressants dans leur vie, et avec une œuvre limitée, ça ne va pas manquer, de plus en plus, je crois. Vous pensez qu'on usurpe ces tentatives d'usurpation ? Oh non, je ne dirais pas usurpation, ce sont des choses qui se font naturellement et parfois par des gens extrêmement convaincus. Je suis absolument fasciné par la passion que ça peut déclencher chez quelqu'un comme Conover, par exemple, qui se met à rechercher l'étymologie de Cravant, qui est un canard. Il m'a demandé des informations sur le petit village de Cravant, en Charente-Maritime, parce que je suis natif de par là-bas, dans l'Aunis. C'est vraiment aller chercher midi à 14h, enfin, les histoires de canards, enfin, c'est vraiment excessif. Si on se met à rechercher du côté de son intérêt, de son amitié vis-à-vis
Van Dongen, de Haydn, ou cette relation bizarre avec Rodin. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas clair et c'est intéressant. Mais il ne faut pas en faire ce qu'il n'est pas, parce que je crois qu'à trop vouloir en faire, finalement, on gâte le personnage. Il ne faut pas trop exagérer. Il était une sorte de grand potentiel qui n'a pas réussi à faire quelque chose. Mais ça reste une grande figure quand même de cette époque d'avant la Première Guerre mondiale. Non, ça, faut chercher une photo. C'est un très bon tirage. Est-ce que Jacques peut prendre le petit catalogue qui est là? Les deux. D'accord. Les deux sont pour lui. Alors Marcel Fless, nous sommes dans les entrelacs de votre galerie et on y découvre notamment une sorte d'étagère tourniquée. On va se mettre à la recherche de documents sur Cravant. Alors dans cette bibliothèque, j'ai réuni à peu près tout ce qui existe sur Cravant. C'est-à-dire que chaque fois que dans un livre, il y a le nom Cravant, je l'ai acheté. Alors il y a entre autres un livre qui s'appelle Blaise Cendrars vous parle. Il y a des revues comme les Feuilles libres. Il y a La vie au grand air, La boxe et les boxeurs, Les souvenirs de Henri Hayden, un livre sur Fénéon par Madame Alpérine, un livre de souvenirs de René Gaffé. Ça représente grosso modo 70 livres. Et j'ai également toutes les versions qui ont été faites de sa revue maintenant, il y en a eu plusieurs, et tous les livres qui ont été écrits sur lui, et tous les catalogues d'exposition, évidemment. Il y a d'autres documents que des livres dans cette bibliothèque? Il y a les photos d'un dossier assez extraordinaire que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps et qu'on croyait perdu, qui comprend le carnet d'adresses d'Arthur Cravant, son autobiographie réécrite 5 ou 6 fois, avec quelques petites modifications. Il y a les photos de pratiquement toutes les affiches où figure son nom. Et il y a également des lettres de Duchamp parlant de Cravant. Et j'ai eu la chance d'hériter de la fille de Cravant pour me remercier d'avoir fait l'exposition, de beaucoup de photos, certaines inédites, certaines publiées, de Cravant et de sa famille, qu'elle m'a envoyées avant de se suicider. Alors vous avez notamment l'original, je crois, de l'affiche du fameux combat Cravant-Johnson du dimanche 23 avril 1916. Oui, j'ai la chance d'avoir cette affiche. On croyait que l'affiche que j'avais exposée et qui est maintenant à la bibliothèque Doucet était unique. On en connaissait une autre qui était à un moment chez Arthur Schwartz, mais on lui a volé. Donc, on pense des fois que les choses sont uniques et elles ne le sont pas. J'ai cette grande affiche, entre autres. Le combat tant attendu fut un vrai désastre. Nous croyons que si Johnson l'a fait durer, c'est parce qu'il avait des ordres. Car il s'est très vite rendu compte qu'il avait en face de lui un individu inoffensif, plus terrorisé qu'autre chose. Cravant fut tourné en ridicule pendant 6 rounds par un Johnson qui, du premier coup d'œil, ne le prit pas au sérieux et se moqua de lui d'une façon très mordante. S'il n'y avait pas eu entre eux l'incident des coulisses, Johnson aurait sûrement eu l'élégance de le mettre KO au premier round, ce qui lui aurait épargné un triste rôle. Au 5e round, Cravant fut mis à terre et KO au 6e. Le combat fut arbitré par le professeur Tony Bertran. Johnson fit ensuite une très jolie exhibition avec Kit Johnson, puis avec son neveu, Gus Rhodis. Oncle et neveu ravirent littéralement le public qui pensa que, faute de brioche, le pain n'est déjà pas si mal. Pour moi, il n'a pas existé, parce qu'il n'y a pas photo.
Jack Johnson, c'est probablement le plus grand poids lourd de tous les temps. Son malheur, c'est qu'il a été le premier champion du monde de couleur et qu'il se comportait à la Mohamed Ali à une époque où l'époque s'y prêtait pas. Dominique Zardi. Il a tout fait. C'est un type qui a un sens de la provoque, de l'arrogance, de la grossièreté, de la méchanceté, mais c'était considéré comme un des beaux-arts par ce type. En plus, c'était un phénomène physique, et physiologique et intellectuel, parce que c'est un nègre jaune. C'est déjà curieux comme composition. Vous voulez vous asseoir? Non, quand vous voulez, non. Vous restez debout? Oui. Connaissez-vous les circonstances de la légende autour du combat entre Jack Johnson et Cravant en avril 1916 à Barcelone? Oui, Jack Johnson était venu avec son épouse. Alors il était très dandy, très gentleman, bien que ce soit une montagne noire. Alors c'était chapeau melon gris perle, jaquette, bottines et tout, quoi. Il canotait à Maison Lafitte avec sa dame sous une ombrelle et tout. Les Parisiens l'avaient adopté, ils le trouvaient très très bien. Alors c'était un type qui était multifacette, peut-être plus même que Cravant finalement, dans l'absolu. Parce que ce type qui était issu des plantations de coton, c'était un petit bonhomme timide, lourdeau, voûté, tout à fait le prototype de Blanche-Neige, le bon nègre. Et puis les détecteurs ont été le chercher parce qu'il fallait, ils ont vu que c'était un grand gaillard costaud et tout. Et puis pour le marché de la boxe, il fallait trouver un gars. Ils l'ont trouvé. Paradoxalement, ce type, dès qu'il a été sous les lumières et dès qu'on a commencé à lui mettre des coups, comme on dit vulgairement, il s'est complètement changé. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est devenu une espèce de monstre. Et de toute façon, c'était un monstre. Peut-être que M. Cravant, dans son style, était aussi un monstre, mais moi, quand on me dit combat Cravant-Johnson, je souris. Ça n'existe pas. Parce que c'est trop deux extrêmes. M. Cravant était certainement un homme très costaud physiquement, très puissant et tout, mais je sais qu'il y a eu un combat à Barcelone. Il y en a eu un à Paris au Veldiv contre Fred Moran, qu'il a du reste pulvérisé au Veldiv de Paris. Et un combat à Barcelone, je ne me souviens pas très bien de l'issue, parce que comme j'ai jamais cru à l'authenticité de ce combat, je n'ai jamais attaché une importance au résultat, forcément. Qu'est-ce qui aurait poussé quelqu'un de l'ampleur de Johnson à accepter de rencontrer un Cravant imposteur? La perspective du showman, quoi. La perspective du showman, de la tournée. Il venait en France, il fallait qu'il gagne de l'argent, il était champion du monde. Mais en France, à quoi ça sert d'être champion du monde poids lourd? Qui va vous donner les bourses? Personne. D'abord, c'est pour ça qu'il est retourné aux États-Unis peu d'eau, et qu'il a fait amende honorable, et qu'il s'est laissé battre par Jess Villard, qui était nul. Et Cravant, Cravant, c'est très attachant. C'est un personnage assez lumineux, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé sa voie, qui s'est éparpillé, à mon sens, à moi, qui s'est éparpillé, qui avait des atouts physiques terribles et qui avait une capacité, une sensibilité au-dessus de la moyenne. C'est un colosse avec une sensibilité de jeune fille, c'est un vase de Sèvres, c'est sûr, quelque part. Mais, à mon avis, à part paraître, il n'a pas produit. Alors, Arthur Cravant s'installa en 1913 avenue de l'Observatoire pour se rapprocher du bal Bullier et aussi de l'atelier Van Dongen, le seul peintre qu'il y admirait. Et Van Dongen organisait des combats de boxe sur un ring improvisé. Vous connaissiez ces anecdotes? Oui. Van Dongen, comme beaucoup de peintres. Parce que vous savez, il y a ça de cocasse. On prend les grands artistes, les grands peintres, les grands acteurs, les grands chirurgiens pour des intellectuels. Finalement, c'est des manuels. Un pianiste, c'est un manuel. S'il n'a pas des avant-bras monstrueux comme avait Rubinstein, il ne peut pas faire ce qu'il fait. Vous savez, on a un peu comment dire, tout basculé sur l'intello. Mais c'est pas vrai, ces gens-là, ce sont des manuels, ce sont de fantastiques manuels. Et Van Dongen, comme Picasso, qui était une bête de travail, qui peignait des deux mains 20 heures sur 24, ce sont des phénomènes physiques. D'abord, quand on parle de Picasso, on dit le poids lourd de la peinture.
Modeste, sympathique, d'un caractère angélique, mais d'une force herculéenne avec ses 106 kilos, il est en pleine jeunesse, 25 ans, et désireux de se faire une réputation mondiale en battant ou en faisant à tout le moins match nul contre Johnson, qui, à l'approche de la quarantaine, semble décliner en forme et en réputation au point de pouvoir céder sa place à un autre. Je ne sais plus combien il y a de télécommandes là. La fille d'une ancienne gouvernante. Il est l'heure de changer. Oui. Alors là, on voit qu'il s'est pas reculé. Il s'est déjà pas reculé, c'est que dès que l'homme en face le presse un peu, par contre, il a un bon direct du gauche. Il a du mal à placer son uppercut droit. Il est trop droit, trop de face. Et vous voyez, il a un côté démonstratif là. Il est bras ballants, il se laisse frapper. C'est pas tellement une démonstration de boxeur très, très fin. Mais il a des mensurations et c'est étonnante. Il a des bras très longs. Ouais. Peut pas se faire une opinion de ses qualités de boxeur, mais indiscutablement c'est un sportif, parce qu'il paraît en plus assez souple. Il paraît pas vraiment pâteau. Il est un peu noué aux épaules, là, vous voyez, là. Vous voyez qu'il a un paquet de cordages dans le dos, là. Là, il aurait eu besoin d'un bon kiné qui lui débloque le sternocléidomastodien, enfin le trapèze, quoi, vulgairement. Regardez, tant qu'il avance, ça va. Quoiqu'il a un peu tendance à tomber sur ses coups. Par contre, il ne s'est pas du tout reculé. Si l'autre le presse, il est perdu. C'est un bonhomme qui avait des qualités de pugiliste, c'est évident. Il a même l'air d'avoir des bonnes jambes. Ouais, c'est un sportif. C'est plus un sportif qu'un guerrier. Regardez, il n'arrive pas à mettre son uppercut droit parce qu'il ne fait pas le pas de retrait qu'il faut, qu'on apprend dans toutes les écoles de boxe. Et puis alors il est un peu embêté parce que là on lui propose des gens très petits. Très petits. Cravant est en forme. Il est animé par l'envie de gagner, ce qui ferait sa fortune. Nous sommes sceptiques. Il s'entraîne avec beaucoup de foi et, selon nous, peut-être trop. Il y a 50 000 francs, francos et non pesetas, en jeu. Ça vaut la peine de se laisser défigurer. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le gouverneur civil a autorisé la rencontre à condition que ce ne soit pas un combat, mais une exhibition. Ouais, là. Regardez, là, il recommence son simagrée, c'est-à-dire se laisser bastonner sans réagir, d'un air de dire je suis fort, je prends les coups, ce qui n'est pas un indice de qualité technique. Et sa droite n'a pas l'air mauvaise, mais il la jette plus qu'il ne la donne. Non, c'est un gars qui avait besoin d'être peaufiné. Quand on me dit qu'il a rencontré Jack Johnson, c'est un agneau en pâture à un plantigrade. Hein. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais... Il est complètement découvert. Comme on dit, la mâchoire au balcon. Normalement, tout passe sur un homme comme ça. Regardez, pourtant, ses déplacements latéraux de jambes sont bons. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il est découvert? Il a les mains à la hauteur des genoux. Ça y est, il recommence. Vous voyez, frappe-moi, je sens rien, tout. Comme je vous dis, c'est pas un signe d'intelligence technique. Ça. Vous connaissiez ce film documentaire montrant Cravant à l'entraînement? Non, pour être honnête, j'ai vu beaucoup de photos de Cravant.
beaucoup de documents, parce que je m'étais posé des questions à l'époque, on nous l'avait présenté comme un... Et donc Cravant est définitivement un imposteur. Non, moi je dis pas un imposteur, je dis un lumineux fumiste. Un lumineux fumiste, parce que déplacer autant de vin avec si peu d'éléments, il faut du talent. C'est un illusionniste quelque part. Mais on pourrait en parler avec beaucoup de grâce et beaucoup d'aristocratie, mais à partir du moment où on veut le confronter à des rapports de force avec un des plus grands gladiateurs de tous les temps, il n'y a pas photo. Ne pouvant pas me défendre dans la presse contre les critiques qui ont hypocritement insinué que je m'apparentais soit à Apollinaire ou à Marinetti, je viens les avertir que, s'ils recommencent, je leur tordrai les parties sexuelles. Comment on fait pour... Ah, il faut pousser tout doucement. Une fausse porte. Marcel Fless, vous êtes galeriste et passionné de Cravant. Vous avez notamment été à l'initiative d'une exposition dans votre galerie 1900-2000 à Paris, consacrée à Arthur Cravant, qui s'intitulait « Poète et boxeur ». En effet, j'ai fait cette exposition en 1992, après environ 10 ans ou 15 ans d'admiration et de recherche sur Cravant. Je pense que la première personne à m'en avoir parlé, c'était Man Ray, qui était un grand ami et que j'ai connu en 1969 et qui a connu d'une façon très brève Cravant. Et à partir de là, j'ai essayé de me procurer tout ce qui concernait Cravant, jusqu'à une rencontre extraordinaire grâce à M. Hazan à la Palette, au coin de la rue de Seine et de la rue de Jacques-Callot, où il était en train de déjeuner avec un monsieur Roger Conover, qui était un autre passionné de Cravant. Et quand j'ai entendu le nom Cravant, je leur ai dit à tous les deux, je viens d'acheter un portrait de Cravant par Henry Hayden. Ça a mis en transe monsieur Roger Conover, un ami américain, qui est tout de suite venu à la galerie et qui me l'a acheté, et qui se trouve dans mon catalogue. Ensuite, je connaissais Maria Luisa Borras, qui était aussi une passionnée de Cravant. Et peu à peu, j'ai connu toutes les personnes qu'il fallait connaître pour faire une exposition. Et ces personnes m'ont beaucoup aidé, et notamment la fille de Cravant, qui s'appelait Fabienne Bénédicte, fille de Minaloy et Arthur Cravant, qui n'a jamais connu son père d'ailleurs, parce qu'il a disparu en mer quand elle naissait. Et j'ai eu l'aide aussi de Paul Destribats, Bernard Heitzik, Arthur Rochefort, Jacques Matarazzo, et Maria Luisa Borras et Roger Conover. Donc grâce à ça, nous avons pu faire l'exposition. Vous disiez avoir connu Cravant à travers Man Ray. Qu'est-ce que quelqu'un comme Man Ray pouvait trouver d'intrigant et de pertinent chez Cravant? Man Ray considérait que c'était un pré-dadaïste. Comme je parlais beaucoup du mouvement Dada avec Man Ray, il me disait notre père à nous tous, le premier, ça a été Arthur Cravant, à mon avis. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et dans les livres, très souvent, on considère Arthur Cravant comme un pré-Dada. Alors pour quelles raisons en particulier? À mon avis, pour ses critiques des expositions de peinture, très, très musclées, et pour tous les propos, des fois un peu grossiers, des fois un peu obscènes, qu'il osait prononcer à une époque où les gens avaient peut-être un peu de retenue. Alors votre Cravant à vous, qui est-il? Mon Cravant à moi, c'est un tout, aussi bien le boxeur que le poète. Je trouve que c'est une vie très courte mais très intéressante, pleine de mystères. Le plus grand mystère étant
ce qui me tracasse en ce moment, trouver la preuve que Arthur Cravant était un peintre et qui peignait sous le nom d'Archinard. En effet, il y a eu une exposition à la Galerie Bernheim qui devait être préfacée par Félix Fénéon, d'un peintre nommé Archinard. On n'a jamais trouvé la trace de ce peintre. Dans le Bénézite, il y a une note, mais elle est en partie dictée par moi et par mon catalogue, donc ça ne prouve rien. Le peintre Archinard n'existe pas pour moi, mais comme Arthur Cravant signait Archinard dans sa revue Maintenant, pour moi, ça ne fait qu'une seule personne. Et j'espère, dans le futur, apporter cette preuve grâce aux archives de la Galerie Bernheim. J'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt sur Cravant. Est-ce que vous le confirmez ces dernières années ? Depuis que j'ai fait l'exposition, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui viennent soit consulter, soit acheter le catalogue, et qui demandent à voir ma bibliothèque. Et beaucoup de jeunes apparemment s'intéressent à Cravant. Et il y a même un jeune homme de Barcelone qui fait un film sur la vie de Cravant qui peut être très intéressant. Je crois que tout le monde l'a aidé dans son entreprise et le film devrait sortir en 2002. Vous envisagez une exposition Cravant dans un lieu plus grand peut-être dans les années qui viennent ? J'ai proposé l'exposition à un grand musée français qui serait d'accord à condition que je prouve d'ici là que Archinard était Cravant. Donc je travaille à ça en ce moment. Il faut absolument vous fourrer dans la tête que l'art est tout bourgeois. Et j'entends par bourgeois un monsieur sans imagination. Dans la rue, on ne verra bientôt plus que des artistes. Et l'on aura toutes les peines du monde à y découvrir un homme. Est-ce que c'est sérieux ou important de s'intéresser à Arthur Cravant ? Oh, je crois que si j'avais posé la question à Arthur Cravant de son vivant, il aurait vraiment ri, enfin, en disant sérieux, moi, non, enfin, je ne... regardez-moi, je suis un clown, je suis peut-être un clown génial, mais je suis aussi un clown. Enfin, on peut penser pour soi-même que c'est sérieux s'il y a quelque chose qui se passe et s'il y a une sorte d'échange. Cravant c'est un mouvement. Il n'est jamais là où on pense qu'il est. Il est ailleurs. Alors, est-ce sérieux ? Je ne sais pas. Il y a des épisodes que je trouve assez extraordinaires et qu'il a des places tout à fait l'anecdote concernant Cravant, c'est-à-dire des affirmations de gens, tout à fait sérieux, qui disent, par exemple, qui racontent comment Cravant a franchi la frontière avec l'Espagne lorsqu'il avait envie d'être ailleurs, d'être plus loin par rapport à ses projets de guerre et à ses rêves de guerre des différentes puissances européennes. J'en suis sûr, personne, puisque je n'ai jamais trouvé un ami, n'a aimé autant que moi. Chaque fleur me transforme en papillon. Mieux qu'une brebis, je foule l'herbe avec ravissement. L'air, oh, l'air. Des après-midi entières ne m'occupais-je pas à respirer. À l'approche de la mer, mon cœur ne danse-t-il pas ainsi qu'une bouée? Et dès que je fends la vague, mon organisme est celui d'un poisson. Dans la nature, je me sens feuillu. Mes cheveux sont verts et mon sang charrie du vert. Souvent, j'adore un caillou. L'angélus m'est cher. Et j'aime à écouter le souvenir lorsqu'il se plaint comme un sifflet. Cette arrivée en Espagne est très significative. Plusieurs personnes, et elles tout à fait sérieuses, racontent comment Cravant a passé la frontière pour se réfugier en Espagne. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que les récits sont tout à fait différents. On lit que telle personne a vu
Cravant était pratiquement avec lui lorsqu'il a traversé à la nage la Bidassoa. Mais on lit également dans d'autres témoignages de quelle manière Cravant a franchi la frontière au Perthus. L'un a rencontré Cravant à Lisbonne, l'autre se promène avec lui à Madrid. Et même quand il prend le bateau pour New York, on parle de son départ à Barcelone, mais il y a une lettre de Cravant à son ami d'alors, René, qui lui dit qu'il arrive, je crois, à Cadiz, pour prendre le bateau. Alors, est-ce que tout cela est sérieux ? Je ne sais pas, mais c'est assez extraordinaire. Vous êtes, on peut dire, je crois, un spécialiste de la poésie américaine contemporaine. En vous lisant, je me disais, est-ce que Cravant est connu aux États-Unis ? Est-ce qu'il y a une influence qu'il... Connu, oui. Connu, oui, parce que parmi les fanatiques qui se sont dévoués pour lui, il y en a pas seulement aux États-Unis. On a nommé Roger Conover, qui a fait vraiment beaucoup de travail autour de lui. Et il y a aussi Maria Luisa Borras en Catalogne, qui a aussi beaucoup travaillé. Donc, dans ces pays-là, forcément, il est connu. Quant à avoir une influence, non, parce que c'est trop loin en arrière. C'est quand même un type de lyrisme, ce que je viens de lire là, qui est quand même un petit peu passé. Dans le genre, les Sandrars a plus de souffle, plus de carrure, plus de diversité. Donc, en général, les connaisseurs de Sandrars, par exemple, ou d'Apollinaire, connaissent Cravant. Je pense à Ron Padgett, des gens comme ça, qui est traducteur de... Mais je crois que le nom de Cravant est également lié aux États-Unis au nom de son épouse, la poétesse Mina Loy. Et ça, par contre, c'est quelqu'un de tout à fait intéressant. Elle, il y a véritablement une œuvre. Alors là encore, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tomber dans l'excès et vous dire que c'est Ezra Pound ou T.S. Eliot. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est un véritable écrivain. Et il y a chez elle des poésies tout à fait remarquables, très datées, mais datées dans le bon sens, vous voyez. Elle représente typiquement une certaine époque. Cette époque qui a connu Cummings, par exemple. C'est une sorte de poésie expérimentale. Alors évidemment, elle n'a pas la pêche, la fantaisie de Cummings, mais elle est un véritable écrivain. Et le corpus de l'œuvre n'est pas si petit, contrairement à notre cher Arthur Cravant, qui, lui, malheureusement, a disparu très tôt et a laissé une œuvre petite. Mais si l'on en croit Mina Loy, justement, s'il avait continué, il aurait fait une œuvre sûrement beaucoup plus considérable que celle qu'il nous laisse aujourd'hui. Je crois qu'ayant jeté sa gourme et surtout ayant abandonné beaucoup de ses illusions, il serait revenu à l'écriture. Et là, il nous aurait sûrement donné quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est ça le regret de voir disparaître Cravant. C'est dommage, il aurait sûrement fait des choses intéressantes, parce que ce qu'il nous a laissé est extrêmement prometteur. Ça n'est malheureusement que prometteur. Poésie ininterrompue. Cette semaine, un poète américain, John Ashbery. Je vais lire la fin d'un long poème d'Arthur Cravant, poète, boxeur et dadaïste. Le poème s'appelle « Des paroles ». Quand le soir tombera sur vos chemins déserts, vous n'aurez pas de crainte et direz « De quoi sert de se faire souci, advienne ce que veuille, qu'ainsi qu'un fruit le temps, mes actions l'écueillent. Vous voudrez retrancher de vous certaines parts que vous désapprouvez, vous voudrez faire la part de ceci, de cela, donner à l'un carrière, l'autre le consigner avec une barrière. Cet autre révolté deviendra monstre armé. Laissez-vous donc aimer tout ce que vous aimez. Acceptez-vous entier, acceptez l'héritage
dont vous êtes formé et transmis d'âge en âge, jusqu'à votre entité. Restez mystérieux. Plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux. La vague héréditaire est plus que vous puissante, ainsi que sur le sein reposant d'une amante. Par elle, laissez-vous porter jusqu'aux confins où l'être s'abolit et renonce à ses fins. Il faut que tout en vous vive et se multiplie, qu'importe le moisson et les épis qu'on lit. Vous êtes la moisson et non le moissonneur, et de votre domaine un autre est laboureur. Quand vous verrez partir de votre adolescence tous les rêves déchus issus de votre enfance, virginale et lancée auprès du frais jasmin, une fille adorable assemblant de ses mains, le bouquet de l'amour sera dans vos mémoires la dernière vision et la dernière histoire. Dès lors, il vous faut vivre avec la charité de Est-ce que Cravant a existé? C'est la question qu'on s'est posée à l'époque. Et puis, bon, là, vraisemblablement, puisqu'il a une fille, et que cette fille témoigne par le fait même de l'existence de son père, avec lequel non plus, et c'est des choses très, très impressionnantes d'ailleurs, parce que cette rencontre avec Fabienne Bénédicte a pu avoir lieu à Paris, avec lequel elle avait une très grande ressemblance, même enfin, physiquement. Ça, et c'était une chose qui amusait, qui faisait sourire Fabienne Bénédicte et dire, vous voyez à quel point je ressemble à Cravant. Donc Cravant a existé. It's blue with pink movie neon. So on October full moon night. Lettre de Minaloy à Madame Grandjean, 28 janvier 1921. Chère Madame Grandjean, j'espère que vous avez reçu mon câble vous communiquant l'adresse de la petite Fabienne. J'ai tenté de vous écrire, mais cela s'est révélé très difficile. J'ai tant souffert ces derniers temps qu'il m'était impossible d'écrire quoi que ce soit sur ce sujet. Ce n'est que depuis novembre que j'ai véritablement abandonné tout espoir à propos de Fabien. De sorte que ces dernières semaines ont été la véritable époque de deuil profond. Tant qu'il y a de l'espoir, il est très facile d'être courageux. Mais je sais que ma véritable vie a sombré avec mon mari dans le Pacifique. Je n'ai jamais été capable de faire en sorte que son souvenir soit moins vif ou moins présent. Ceci parce que, durant notre vie commune, il ne m'a jamais fait défaut. Être avec lui a grandement mûri ma conception de l'humanité. Et je dois dire qu'il reste bien peu de choses dans cette humanité. Ah, chère Madame Grandjean, j'ai scruté chaque visage. Il n'en est plus au monde un seul comme celui de Cravant. Croyez que je suis bien sincèrement vôtre. Minaloy. Mais où est passé Arthur Cravant? Une émission de Frank Smith.